Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier podcast avant les fêtes de Nikaya Talk. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu avec Johan du rôle de l'entraîneur. On a fini une bonne trilogie sur la programmation, de comment on construit nos blogs de développement, de compétition, jusqu'à la gestion de la compétition en elle-même. Aujourd'hui, pour cette petite dernière, on va discuter juste du rôle de l'entraîneur. C'est quand même un sujet un peu transversal. Comment le métier a évolué au fur et à mesure des années, puisque c'est quand même un métier récent, une part de l'entraînement dans une discipline qui est récente. Les petites particularités, l'aspect distanciel, les coachs plus ou moins légitimes. On va encore se faire des amis avec ce podcast. Euh, et ensuite, on va parler concrètement de quelles sont les compétences d'un coach en force athlétique. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un coach en force athlétique, tout le panel de compétences qu'il doit ou ne doit pas avoir. On va débattre un petit peu de ça, surtout sur les points un petit peu plus précis, les choses qui tiennent à la récupération, à la gestion du mental de l'athlète. On va discuter si c'est bel et bien une compétence qu'il faut avoir en tant que coach ou est-ce qu'il faut déléguer. Bref, on va faire un petit tour d'horizon du métier de coach en 2023 pour vous éclairer un petit peu. Euh, Comme toutes les semaines, on a fait appel à vous sur Instagram sur une question assez simple sur quel est le rôle du coach en force athlétique. Vous avez été encore une fois nombreux à répondre, on vous en remercie, merci de votre participation. Ici, on vient de finir un petit arc de test sur le podcast. À la rentrée, vous aurez de nombreux podcasts un petit peu plus transversaux sur les sports de force. On aura des sujets comme la force est-elle vraiment athlétique. On aura des invités un petit peu à droite à gauche, des préparateurs physiques, des coachs euh, et autres, et aussi des intervenants sur d'autres disciplines comme le street lifting. Donc ça va être intéressant, on va changer un peu de formule. On essaye d'augmenter en qualité toutes les semaines. Mais aujourd'hui, une discussion pour clore avant les fêtes. Vive le vent d'hiver. Comment vas-tu, Nikaya, j'allais t'appeler. Yogo.Nikaya. Yogo.Nikaya. Oui, d'ailleurs, on a des noms et des prénoms. Alors moi, j'ai un nom, c'est Bonetto. Et lui, il a carrément un prénom aussi. C'est pas Yogo qui s'appelle en fait, c'est C'est Johan. Johan, la vérité. Et j'ai même deux noms de famille. Il a dit la vérité. La vérité, c'est Johan. Là, je le dis, la vérité, c'est Johan. Bon, est-ce que tu es prêt à discuter en tant que coach récent dans ce domaine? Je suis prêt, je suis prêt. Ok, parfait. Bon, déjà, si on discutait un petit peu de l'évolution du métier de coach en force athlétique. Alors moi, ça fait 3 ans maintenant que je coach, peut-être un petit peu plus, parce que au début de mon cursus en STAPS, bah, du coup la force c'était mon focus principal en tant qu'athlète, mais pas que. Et du coup, j'ai commencé à coacher rapidement. Maintenant, officiellement, on parle plutôt de 2020, voire même fin 2021 plutôt. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution de la FA, déjà tout court, et aussi du coup du métier de coach et des petits crews de coaching qui ont popé à droite à gauche, et c'était très très intéressant. Ça, pour moi, la pierre d'achoppement de la force athlétique de manière générale, mais du coup aussi du coaching, c'est Covid 2020-2021. Déjà, moi, personnellement, c'est là que j'ai commencé à me dire que bah, ça m'intéressait de plus en plus. Parce que globalement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour moi comme pour toi que la force. En plus, on avait les courses TAPS au milieu, hein. Donc forcément, c'était sport, sport, sport. Et il n'y avait pas grand-chose d'autre sur lequel se concentrer. À part pisser dans des bouteilles dans un garage aussi. Ça, c'était. Et tirer la carabine au plomb dans le garage. Voilà. Ça, c'était les, C'était- les seuls trucs. Mais après, c'était réfléchir à comment coacher les 4-5 mecs que j'avais dans ce garage là, que j'avais amené à la force quelques mois auparavant. Et pendant tout le Covid, ça a été un petit peu mon focus. Mais j'ai pas été le seul, hein. Il y a beaucoup de coachs qui se sont révélés pendant cette période, hein. Tout le crew Strength Strategy, on était assez proches pendant cette période-là. Et ils ont commencé à coacher aussi à ce moment-là. Donc vraiment, je pense que c'est un peu la pierre d'achoppement. T'es d'accord ou pas? Ouais, ouais, je suis d'accord. En fait, il y a eu l'émergence d'une nouvelle population, j'ai envie de dire, avec en fait un matériel un peu rudimentaire. Et du coup, tous les coachs qu'on connaît, que ce soit les coachs dans d'autres sports, parce qu'il y a plein de gens de sports différents qui sont un peu rabattus à ce moment-là, ou les coachs en salle, qui ont complètement disparu et qui ont laissé place, en tout cas, à une nouvelle catégorie de coachs et une nouvelle relation avec le distanciel.
et Mm. le coaching en ligne, en fait. Ouais. Ouais, c'est clair. En fait, je pense que le Covid, ce que ça a surtout fait, c'est que ça a trié un petit peu. Franchement, le Covid, c'était pas mal pour ça en force athlétique, c'est que il restait plus que les gens qui étaient vraiment, vraiment super intéressés par la FA. Ça avait créé une très, très belle communauté, je trouve, où tout le monde était un petit peu supportif de tout le monde, ce qui est moins le cas maintenant, ce qui est normal, hein, chacun fait ses trucs dans son coin, mais je sais pas, pendant le Covid, il y avait un aspect où un petit peu tout le monde parlait avec tout le monde et tout le monde supportait un peu tout le monde. Franchement, c'était une belle période pour la force athlétique. Peut-être que moi je romantise un petit peu le truc parce que bah, je sais pas, j'avais des belles périodes de progression. Il y avait le côté où on était tous ensemble dans le garage pendant je sais pas un an et demi ou un truc comme ça et je sais pas, il y avait un côté communautaire qui était très positif, je trouve. Ouais, c'est-à-dire Mais que pour ouais, vas-y. s'entraîner dans son garage, la plupart du temps tout seul ou à deux ou trois maximum, faut être sacrément intéressé, voire passionné de force pour continuer à s'entraîner pendant les quelques mois, même plusieurs vagues de confinement, mais pendant tout ce temps pour rester Ouais, sur trois mouvements sans voir personne, investir dans son propre matériel. Il faut déjà ouais, être plus qu'intéressé par la force athlétique. Et c'est un peu la différence avec les nombreux pratiquants qui sont arrivés depuis, euh, qui sont souvent très jeunes et qui se sont pas habitués à lifter dans des conditions non optimales. Et du coup, qui cherchent absolument à vouloir du calibré, une belle salle avec des poids neufs, des machines neuves, etc. Alors ouais, que et qui abandonnent finalement facilement parce que c'est pas l'entraînement qui les passionne et qui les garde attachés à ce sport, c'est la progression qu'ils vont faire, c'est un petit peu la popularité arrivée par des amis, mais bah, les compétitions aussi, ouais, hein, parce qu'il n'y en avait pas, ouais. les Pendant un an et demi, il n'y en compétitions avait pas aussi, aussi. mais c'est sûr que si tu regardes tous ceux qui pratiquaient pendant le Covid, bah, ils sont quasiment tous encore en activité, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait aussi un petit point aussi, toujours pour rester un peu sur le Covid, c'était la restriction au niveau du matériel. Enfin, tous les montages et les exos les plus simplistes qu'il a fallu pousser à son extrême pour en tirer un max. Tu vois, rien que de faire des tractions dans un home gym slash garage et Ouais, compagnie. Enfin, l'hypertrophie, les périodes de douleur, comment bien les gérer parce que bah, t'as pas un panel très large de, t'as pas trop de choix en fait. C'est-à-dire que c'est soit tu fais trois mouvements et tu t'essayes de pivoter un petit peu autour. Si t'as des douleurs, si t'as des trucs, faut rester dessus parce que t'as pas trop le choix. Les montages de belles squats, bon, enfin bref. On va pas faire de la nostalgie de trop. Mais en tout cas, pour le métier, c'est vrai que après cette période, pendant cette période, ça a été vraiment une pierre d'achoppement. Je pense que les gens qui étaient là à ce moment-là, c'est ceux qui entre guillemets, sont les plus populaires maintenant, ou en tout cas sont toujours un petit peu au top en termes de reconnaissance dans la FA, que ce soit les athlètes ou que ce soit les coachs. Et depuis, on voit une grosse, grosse expansion des coachings en FA et de la FA de manière générale, qu'on va discuter un peu de ça. Premier point, c'est l'aspect distanciel. Ça, je pense que c'est peut-être le point de différence majeur avec peut-être les autres entraîneurs sportifs qui peuvent exister, que ce soit dans des sports co ou même des sports individuels, tu vois. Ah, le Covid a quand même fait, enfin, ça a fait rentrer dans la tête de tout le monde, hein, que ce soit dans le sport ou autre, le côté distanciel. Mais c'est vrai que la force, pour le coup, ça s'est toujours construit sur ce côté distanciel, hein. Il y a des gens qui n'ont pas vu leur coach, enfin, qui n'ont jamais vu leur coach ou quoi. Est-ce que pour toi, c'est un bon ou c'est un mauvais point, l'aspect distanciel dans le coaching? Déjà, est-ce que c'est un mauvais point? non, je Est-ce qu'il y a pense des. pas que ce soit un mauvais point. Maintenant, ça induit de construire une relation un peu plus personnelle, avoir ce lien un à un que tu peux pas avoir dans d'autres sports, même si c'est des sports individuels. Tu t'entraînes rarement, jamais, si, à part si t'es un athlète de haut niveau, tu t'entraînes jamais en one avec ton coach en fait. Et du coup, ça laisse place à beaucoup plus d'échanges qui sont autres que purement le sport par rapport à une équipe de foot, une équipe de basket, peu importe. Et du coup, dans ce sens-là, c'est vrai que pour certains athlètes qui viennent pour un rapport humain, il y a tout ce qu'on ressent pas, tout ce qui est pas palpable dans les relations, le langage corporel et tout ça, et ça peut un peu manquer. Et c'est vrai qu'on est tous contents de se rencontrer quand on va en compète. Ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps. Et parce qu'on ressent peut-être une affinité qu'on n'avait pas eue avec le mec, et l'inverse est vrai aussi. Hmm.
Moi, un truc que je remarque dans l'aspect distanciel, c'est que par défaut, quand tu croises pas la personne, tu essayes de lancer beaucoup plus de pistes pour sentir la personne, comment elle fonctionne, Mm. et pour avoir plus d'infos en fait. C'est vrai que bah, nous, dans notre cas, il y a quand même une bonne partie de mes athlètes et de nos athlètes maintenant qu'on connaît et dans l'IRL, j'allais dire, dans la réalité, au sein d'un club, etc., dans lequel on s'est développé, on a la section, etc. C'est vrai que, fut un temps, je pense qu'il y avait peut-être 70% des gars que je coachais qui étaient dans ce club-là. Maintenant, c'est peut-être plus 50-50. Mais pour le coup, on peut faire vraiment la différence. Et en vrai, je vois pas une valeur ajoutée qui est aussi puissante que ça, que d'être présent avec l'athlète au sein du club. C'est pas mal au niveau ajustement technique, c'est pas mal pour le sentir plus vite, mais au final, il y a certaines choses qu'on zappe peut-être aussi, alors que quand, enfin moi, pour avoir coaché tout le temps sur le principe de, déjà, de toute façon, que je sois en présentiel ou pas, pour moi, j'ai toujours proposé une offre où on est sur la base de l'échange, c'est du distanciel. Si on se voit, c'est cool, si on est au sein du même club, c'est cool, mais la base de l'échange, c'est le feedback qui se fait après. Par contre, ouais, voilà, s'il y a des petits points à régler, bah, ça peut être intéressant. Mais au final, on lance beaucoup de pistes pour mieux connaître l'athlète, pour mieux sentir comment il est. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut au minimum attendre du coach. Et je crois que c'était Océane qui disait le point d'être observateur. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que au final, comment on peut être observateur quand on a juste un mec, on le voit en visio une fois, et ensuite il nous envoie des feedbacks, tu vois, tu vois pas comment il évolue dans son environnement, mais au final, on lance beaucoup de pistes et ça permet d'être un petit peu plus perspicace, plus observateur. En tout cas, je pense que ça, c'est une chose qu'il faut au minimum attendre d'un coach, c'est qu'il puisse sentir ces petites choses-là. Enfin, quand tu as un athlète qui est hyper actif, à fond et qui a tendance à avoir un peu des troubles de l'attention, qui passe 3-4 heures à s'entraîner. Enfin, je veux dire, c'est des choses que tu peux pas forcément savoir quand tu es coach online comme ça. Mais je pense que c'est une valeur ajoutée peut-être du présentiel. Mais en vrai, en distanciel, c'est pas non plus trop compliqué à voir, mais il faut creuser. Pour moi, ça rentre un peu dans la partie suivi. Euh, et c'est peut-être un des gros points forts du suivi pour le coup. Mais ouais, l'aspect distanciel, pour le coup, ça reste c'est fondamental pour le coaching en FA parce que ça fonctionne quasiment pas autrement. Je vois pas de coach qui propose, voilà, toi, je te vois de 17 à 18 heures tel jour, etc. Même si ça se fait quand tu es dans le même club, c'est cool. Mais il n'y a pas forcément une valeur ajoutée de dingue. Par contre, ouais, pour sentir les athlètes, c'est quand même un petit plus. Sinon, il faut lancer plein de pistes. Ouais, c'est-à-dire qu'en distanciel, on ne voit que ce que l'athlète choisit de nous montrer, en fait. Même si on Mm. pose des questions, même si on creuse par là, et du coup, chaque vidéo, chaque phrase, chaque petit message va donner lieu à une analyse et peut-être une recherche de la moindre information que des choses qui se disent même pas en réel, en fait. On voit des choses, on ressent des choses. Quand t'es là, tu t'entraînes à côté du mec, tu vois dans quel état il est, tu vois s'il a pas bien dormi, qu'est-ce qui va pas, et tu peux réguler ça en une phrase, en une fraction de seconde, tu peux tirer beaucoup plus d'infos qu'un mec qui fait son feedback le soir, trois messages, quatre vidéos, oui, ça s'est passé ça, même s'il remplit bien son sheet, même si c'est carré, notre vision peut être complètement faussée si le mec choisit d'occulter une petite, Mm, euh, mm, une mm. petite douleur, des broutilles souvent. Et souvent, ça, c'est quand ça va mal que ça ressort. Ah oui, en fait, ça fait 3 semaines que je traîne une douleur, Ouais. je l'ai pas dit. Ah oui, mais en fait, là, j'ai changé de taf, et j'ai du mal à m'habituer, ça fait 2 semaines que c'est les examens. Donc ça, c'est vraiment Ouais. dommage. Donc il faut essayer de creuser le plus possible et pas se contenter de juste, bon, bah la séance, ça s'est passé, il y a ça, techniquement, et puis bon, à la prochaine séance, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que pour le coup, l'aspect distanciel, il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut que ce soit l'athlète qui, déjà, ne soit pas trop avare en information, hein. Parce que si demain, je reçois un feedback comme on peut recevoir de temps en temps, où un mec sous-performe sur une séance et qu'il n'y a que les vidéos et que tu es juste là en disant, bon, bah écoute, je vais aller regarder ce qui s'est passé techniquement. Parce que quand tu n'as que la vidéo, tu peux que regarder, voilà, les intentions sous la barre, la technique, et c'est à peu près tout. Mais si le mec, son information, c'est bah, hier soir j'ai fait nuit blanche, bah forcément que la Bah ouais. sous-performance, elle s'explique. Mais s'il le dit pas, tu vois, ça pour le coup,
Ça, pour le coup, c'est à l'athlète de faire, de faire ce travail-là. Je pense que l'aspect distanciel, ça peut être un mauvais point s'il n'y a pas de bonne communication. Par contre, s'il y a une bonne communication, euh, il n'y aura pas forcément de valeur ajoutée par rapport au présentiel, mais je pense qu'on peut être à peu près sur les mêmes rails, tu vois. Il y a des points sensibles, tu vois. Il y a des points comme comment le mec gère ses temps de repos, parce que ça, tu peux pas le vérifier. Enfin, si, moi j'ai pu le vérifier avec certains. Quand ils te font un feedback, le premier feedback il est à 18h, le dernier feedback il est à 23h, et que tu te dis, il y a pas, enfin, à mon avis, le mec, c'est possible qu'il soit entraîné 5 heures d'affilée, tu vois. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, c'est des choses à prendre aussi en compte quand tu fais un suivi. Mais ça va dans les deux sens, quoi. Faut que ce soit l'athlète qui communique pas mal là-dessus. Et je pense que, en vrai, l'aspect distanciel en FA, il a pas beaucoup d'importance. Peut-être que c'est le moment de la compétition, tu vois. L'entraînement, à la limite, ça n'a pas trop d'importance si tu traques les bonnes données et si tu échanges bien. Par contre, est-ce qu'en compétition, ça n'a pas un impact un peu plus fort? Ça, on peut se poser la question quand même. Gestion de match et tout. Bah, juste pour revenir sur la question d'entraînement, pour moi c'est du 50-50, parce qu'il y a même un côté organisationnel où tout est mis par écrit, où tu as un côté, bon bah voilà, on sait par les discussions, on arrive à suivre séance 1, séance 2, alors que quand tu te vois un petit peu en réel, puis le mec te fait des retours, au bout de 3 semaines, un bloc, deux blocs, tu oublies ce qui s'est passé et t'as pas forcément la possibilité de revenir dessus. Alors que si le mec est Mm. carré sur le remplissage de son carnet d'entraînement, puis qu'il fait les retours correctement, mais au final, t'as un suivi de l'évolution de sa performance et de son entraînement qui est bien plus qualitatif que bah on s'est vu tout à l'heure, hein, t'as vu mes séries, ça s'est bien passé, je te les envoie pas, tu sais ce qui s'est passé. Ah ouais, bien joué. Ça, Bien ça, joué, bien joué. ça arrive souvent quand même avec les athlètes. Je dis non, mais envoie-les-moi quand même. Envoie-les quand Mm, même. mm. Ouais, c'est vrai que ça arrivé quelques fois quand même, les athlètes. Bah après, en vrai, les athlètes qui envoient pas les vidéos après ou qui disent bah tu l'as vu, je te l'envoie pas, en vrai, c'est peut-être ceux qui, s'ils étaient 100% distanciels, ils feraient peut-être la même chose, tu vois. T'enverrais juste une vidéo ou quoi. Ouais, Mais peut-être, en ouais. tout cas, pour ce qui est des athlètes, votre part du contrat, c'est remplir votre carnet d'entraînement. Comme ça, il y a un suivi longitudinal qui peut se faire quand on recrée le prochain bloc ou la prochaine semaine. Il y a le côté feedback. Et en vrai, les feedbacks, ça sert à rien de faire des feedbacks de 4 minutes sur la première série. Alors, je l'ai senti comme ça. Mais la deuxième série, en fait, ça, pour le coup, avec la vidéo, on peut l'objectiver, hein. On a des compétences quand même. On peut voir si la première ou la dernière a été mauvais. Il y a un ressenti d'ensemble de la séance. Ok. Et il y a surtout, et c'est peut-être sous-coté un petit peu, mais il y a comment la séance s'est organisée. Est-ce que je suis arrivé dans le rush? Est-ce que j'ai dormi ou pas dormi la veille? Quand il y a des points saillants comme ça, je sais pas, j'ai un travail manuel, j'ai passé la journée à monter des tuyaux, etc. Donc j'ai les biceps fracassés, etc. Ça, c'est des points importants en fait. C'est pas, vous vous plaignez pas quand vous faites ça. Justement, vous mettez du contexte et du contexte important sur la séance. C'est peut-être plus important encore quand il y a des points saillants comme ça que de dire la première, je l'ai bien senti, la dernière, je l'ai mal senti. Même si c'est légitime d'en parler. Parfois, on voit des athlètes qui disent oh, la dernière série, elle était à chier, et toi, tu vois aucune différence avec la première. C'est cool, ça permet de cadrer un peu l'athlète. Peut-être qu'il est un petit peu trop introspectif, et il s'invente un peu un monde. Mais quand même, je pense que la base d'un feedback, c'est pas je pense, hein, c'est que ce que j'attends moi d'un feedback, c'est les vidéos dans le bon ordre, bon, blablabla. Mais surtout, est-ce que je suis dans de bonnes conditions pour performer? Est-ce que j'étais dans de bonnes ou mauvaises conditions? Donc, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que ma journée a été taxante énergétiquement ou pas? Et peut-être un peu l'état psycho de manière générale, mais ça, à la limite, on le sent pas mal. Et mettez à l'écrit ces choses-là, hein. Mettez-les à l'écrit, ça prend 2 phrases et ça permettra de ne pas faire un vocal de 8 minutes où ouais, ma journée elle était pas terrible. Bah, en fait, j'ai fait ça à 8h du matin, après 9h du matin, j'ai fait ça. Ça, pour le coup, vous pouvez juste le mettre à l'écrit de manière un peu plus tangible et ce sera plus simple pour nous d'analyser. Par contre, voilà, le rôle du coach, c'est d'aller aussi chercher les informations. 50-50. Voilà. Moi, quand je manque d'informations dans un feedback, je vais pas juste dire, bon, bah, c'était bien et tout. Si je sens qu'il y a plus à en tirer, bah, ok, comment t'étais dans cette séance-là? Comment t'expliques la sous-perf ou quoi? Bref, enfin, tout ce genre de choses qui sont importantes pour un coach en FA avec le point de vue du distanciel et où il faut s'adapter un petit peu. C'est pas le sport où on a besoin de 25 angles différents, etc. pour juger d'une qualité d'exécution ou pas, mais il y a un minimum à faire. Est-ce que ce minimum est fait par les coachs à 50 balles? Waouh, t'attaques À direct la là. transition. T'attaques direct.
C'était mon prochain point avant de parler des compétences concrètes du coach en FA. Mais ouais, fut un temps, il y avait eu un petit débat là-dessus sur le sport est en expansion, donc il y a beaucoup plus d'athlètes. Globalement, on est sur un sport où, au niveau implication de l'athlète dans sa programmation, on n'est pas sur le genre de sport où oh, le coach il a dit ça, je fais ça et c'est tout. Ce qui peut être bien parfois, notamment dans les sports co. Mais franchement, pour 90% des athlètes, il y a un besoin de compréhension plus ou moins fort autour de ce qu'ils font. Et il y a un peu le phénomène où la plupart des athlètes pensent qu'ils sont aussi capables d'être coach. Et donc, du coup, ça nous amène à de plus en plus d'athlètes qui deviennent coach de leurs amis, ensuite qui proposent des services plus ou moins sur les réseaux, etc. Bon, c'est ce qu'on appelle les coachs à 50 balles. Et à un moment, et souvent sous le manteau, et à un moment, il y a eu un petit clash là-dessus. Bon, voilà, les gens qui coachent sans diplôme, sans machin. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'ai tendance à dire que on a un peu tous aussi commencé comme ça. Bon, il y a l'histoire du diplôme aussi, c'est vrai que c'est Ouais. un petit peu différent. Mais en réalité, on a un peu tous commencé comme ça à un moment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est positif ou négatif, Moi, les coachs un peu c'est plus toujours partagé. disciplinés? Je trouve c'est positif dans le sens où dans quel autre sport tu peux avoir pour un coût très réduit un coach 1v1 qui te fait toutes tes séances, qui te fait des retours sur tes séances. Je veux dire, si demain tu fais du tennis, tu veux un coach qui te fasse toutes tes séances, bah mon gars, tu vas devoir débourser quoi. Et ça arrivera que si tu es au niveau national, etc. Là, le moindre débutant qui veut s'adresser à quelqu'un, bah, il ouvre Insta, il regarde deux, trois vidéos, lui je l'aime bien, j'aime bien sa façon de faire, j'aime bien le contenu qu'il apporte, j'aime bien sa personnalité, enfin peu importe, il y a un tas de raisons, et puis il peut avoir accès pour 50 balles entre guillemets, mais même les coachs le plus chers du marché, en vérité c'est pas très très cher Non, c'est comparé vrai. aux autres sports. Maintenant, est-ce que dans, pour l'athlète, je trouve que c'est positif. Pour les coachs, il y a une espèce de, comment dire, de discount des coachs, en fait, où tu as une multiplication de gens plus ou moins, euh, Compétent, plus ou moins compétents. faut le dire. Et le problème, c'est que dans la législation, déjà le terme de coach, il est pas renseigné. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut se prétendre coach. Le coaching, c'est du conseil, donc tout le monde peut se prétendre coach. Et si on veut le faire bien, bah, il suffit, entre guillemets, d'un BPGEPS. Enfin, il y a un tas de diplômes qui peuvent amener à une profession. Et donc ça, c'est un peu limitant pour les coachs qui ont des vraies compétences, entre guillemets, mais qui ont passé du temps et à avoir des compétences multidisciplinaires sur la performance. Et pas que en force athlétique. Hmm. Bah, moi, je pense que c'est positif parce que ça amène des gens à avoir un suivi, à être plus impliqués dans leur pratique. Et donc potentiellement, enfin, les gens qui vont prendre le coach du coin ou le coach de leur salle, etc., ou le mec qui fait de la FA et qui leur propose d'être coaché, c'est plutôt pas mal parce que ça leur met le pied à l'étrier dans le cadre de, OK, il faut que j'ai un coach, je prends un suivi. Et après, c'est le deuxième point, c'est le point des compétences. Je pense quand même que quand je parle de coach à 50 balles, je parle vraiment du mec qui fait de la FA et qui va programmer son collègue et un petit peu son cercle autour de lui. Pour moi, tout est basé autour des compétences en fait. Les compétences en FA, elles sont multiples et on va y venir. Il y a un côté prog, il y a un côté suivi, il y a un côté préabréable, il y a un côté coaching pur et dur, donc gestion du mental de l'athlète, toutes ces choses-là. Je veux dire, on ne peut pas s'attendre toutes ces dimensions-là d'un coach du coin, entre guillemets. Parce que bah, déjà, soit il le fait bénévolement, soit il le fait pour un prix cassé. Donc il y a ça, mais il y a surtout, en fait, pour moi, c'est vraiment la question des compétences. Autant le diplôme, en force, même à l'heure actuelle, encore actuellement, il y a un côté légal, etc. Et un petit peu concurrence déloyale, si on peut dire ça comme ça. Mais ça, encore, ce point-là, je le vois presque pas en FA où c'est la jungle, quoi. Je veux dire, ça se fait que par les réseaux sociaux. C'est juste les compétences qui vont primer. Et il y a le côté diplômé où ça te donne des compétences, comme tu dis, plus transversales, multidisciplinaires, comme nous qui avons fait le parcours peut-être le plus classique, c'est-à-dire STAPS, avec un point de vue sur l'entraînement sportif de manière générale, toutes les dimensions que j'ai citées précédemment qui sont abordées au sein de la formation. Après, tu peux très bien, enfin, si je prends 90% des gens de STAPS, je leur demande de me coacher en force athlétique, ils seront à chier pour ça, quoi. Donc il y a les compétences internes à notre discipline.
Et ça, pour le coup, je pense que c'est une question d'auto-formation. Je pense que tu peux être coach en FA plutôt compétent pour une grande majorité des gens en te formant uniquement, même gratuitement, avec toutes les vidéos qui existent. Enfin, je veux dire, on fait des podcasts, on fait du contenu à volo en français dorénavant, mais il y a 3 ou 4 ans, moi, ok, j'avais mon cursus TAP, ça m'a structuré, mais mes compétences pures et dures de force, c'est RTS, Mike Tucherer, c'est du contenu anglophone. Et en vrai de vrai, il n'y a même pas forcément besoin d'aller chercher du côté de ses classrooms parce que tout son contenu, si on parlait que de lui, qui est quand même un des premiers, un des OG du coaching en FA, tous ses contenus, podcasts, vidéos sur YouTube, enfin je veux dire avec ça, si tu assimiles bien et si tu parles anglais, tu peux devenir un coach au moins théorique relativement compétent. Maintenant c'est la pratique. Moi la vraie valeur ajoutée que j'ai vue avec mon cursus TAPS, c'est que ça m'a permis toujours de confronter mes connaissances très spécifiques de la FA et les raccrocher à quelque chose de plus global et qui fait un sens et qui articule en fait ma pensée sur pourquoi je fais ça en fait. Le problème c'est comment on pourrait, dénominer ça, mais ce serait vraiment avoir des compétences générales, un vocabulaire même général, et pouvoir le raccrocher avec ce qu'on fait de mon 8 fois 2. Ok, c'est super important de faire du beaucoup spécifique. Pourquoi? Dans quel cadre ça s'inscrit? Et c'est comme ça que tu crées toute une dimension autour de la création de ton entraînement, c'est que tu raccroches des valeurs plus globales et tu les raccroches avec pourquoi tu fais ça dans ton entraînement en FA. Et ça, pour le coup, moi, ça m'a énormément structuré, ça m'a permis d'argumenter sur pourquoi je fais les choses et souvent de se décentrer un petit peu par rapport au petit monde de la force qui est un monde de force max. Déjà, il y a un continuum de la force, faut prendre un peu de recul là-dessus. Il y a le côté un petit peu science du mouvement, un petit peu kinésiologie, où on est formé dessus, ça permet de raccrocher ça à un truc plus global. Bref, ça permet de se décentrer. Et pour moi, un coach, une des compétences qu'il doit avoir, c'est savoir prendre du recul. Comment veux-tu prendre du recul si tu n'as été formé que uniquement sur la force athlétique, en étant athlète, en ayant un premier programme, en te basant sur ce premier programme et en dérivant ça sur les autres gens. Là, il y a un manque de compétences transversales et générales et qui se fera sentir à un moment ou à un autre, surtout si on parle de quelqu'un qui n'a pas forcément une expérience dingue, quoi. Ça, c'est un point négatif, c'est que tout le monde pense pouvoir être coach et super compétent en tant que coach, sans background, sans formation et sans expérience surtout. Parce qu'à la limite, le manque de formation, il peut se contrebalancer avec une grosse expérience en tant qu'athlète. Je veux dire, en 5-6 ans de FA, en ayant fait des plateaux régionaux, nationaux, peut-être internationaux, et en ayant toujours le nez dans la programmation, je pense que tu as 99% des compétences. Maintenant, il faut avoir un point de vue de sportif, je pense, pour être un bon coach. Il faut avoir un point de vue entraîneur sportif et sportif en même temps, et ça englobe quelque chose de plutôt large. Parce qu'en fait, on fait un sport qui s'appelle la force athlétique. L'athlétisme, par nature, c'est se concentrer sur tout ce qui se passe autour d'un stade, donc des compétences qui sont larges, qui vont de l'endurance fondamentale à la force explosive, à la force max, et c'est ça c'est le terme athlétique, et ce sera le sujet d'autres podcasts qui vont venir à la rentrée, mais le mot athlétique, c'est qu'on doit pouvoir avoir des compétences plus transversales. Pour bien entraîner en force, il faut venir du milieu de la force et il faut avoir quand même au moins une vision générale et une formation générale sur tout le côté athlétique en fait. Bon. Mais ça, encore une fois, c'est des compétences fondamentales et c'est ce qui donne une expérience avant même de passer 3-4 ans à coacher des gens, quoi. Ça, c'est important pour moi. Et dans ce point de vue-là, les coachs du quartier, bah, ils ne peuvent pas avoir ce point de vue-là. Par contre, le coût les points tarifaires, etc., enfin ça, pour le coup, c'est même pas un sujet. C'est juste que tout le monde commence quelque part. Tu peux pas proposer des services à 200 balles ou 100 ou 150, pardon, dès le premier athlète ou quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut scale tranquillement. Il faut construire son business aussi. Et parfois, ça commence par là. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça met en avant vraiment l'importance des compétences du coach en FA. Et ça, c'est vraiment la partie principale. On va en parler pendant un bon petit moment. C'est quelles sont les compétences du coach. Qu'est-ce qu'on doit attendre d'un coach? La première des choses qui revient, enfin, peut-être pas forcément la première, hein, parce que le sujet qui revient le plus, c'est autour de l'accompagnement de l'athlète. C'est la prépa mentale, si on devait l'englober dans quelque chose de plus général, et le coaching de manière générale. Vous avez été quasiment 80% à parler de ça, ce qui est très intéressant, on va y revenir.
Mais peut-être que si on mettait en premier quand même la première des choses, c'est la construction de la prog. Est-ce que c'est la compétence la plus importante déjà selon toi, la construction de la prog? Euh, oui. Mais en fait, pour revenir en opposition avec les coachs du quartier, euh, tout le monde peut être, tout le monde peut être un bon programmateur en fait dans l'absolu avec toutes les ressources qu'on a gratuitement ou presque. Mais c'est vraiment l'ensemble de faire le lien entre toutes les disciplines et de tout ce qui peut entourer la performance sportive qui va être importante. Et dans ce cas-là, en fait, la grille tarifaire, si on se base que sur la programmation, en réalité, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence entre un coach qui débute, qui coach ses potes, qui a un peu d'expérience en FA, qui a 3 à 4 ans d'expérience, et qui a vu déjà un panel de situations différents, et un coach, je veux dire une référence dans le coaching, qui a peut-être une licence, un master, qui a d'expérience peut-être dans le coaching en autre sport. Dans la programmation, c'est là, au fait, il va y avoir peut-être le moins de différence. Et pourtant, c'est ce à quoi les gens, c'est sur quoi les gens basent leur avis et leur choix. Alors que, bah, effectivement, il y a un côté suivi, il y a un côté humain et un côté de tout ce qui entoure la performance, que ça aille de l'hygiène de vie à la préhab, la nutrition, la préparation mentale, la gestion de l'humain et avoir du recul. Ouais, c'est Hmm. le coach, il est pas juste un mec qui tape des chiffres sur son sheet, c'est un guide, c'est quelqu'un qui te prend par la main, et qui t'amène d'un point A à un point B, en passant par différentes étapes progressives et qui sait pourquoi on les fait, en fait. Et c'est Hmm. vraiment la différence. Un bon programmateur, il va enchaîner les blocs, euh, qui sont peut-être bien agencés, intra-bloc, j'ai envie de dire, avec une progressivité, une gestion du volume, une gestion de l'intensité, une gestion de tous les paramètres d'entraînement. Mais cette vision à long terme sur 3, 4, 5, 6 blocs sur une saison, 2 saisons sportives, c'est là où la plus grande différence va se faire en fait. Hmm. Là, d'ailleurs, on a Valentin qui nous disait, dans les rôles du coach, c'est guidance, objectivité, Mm. tutorat. Ouais, c'est bien, c'est très vaste, mais c'est bien résumé. En fait, pour moi, évidemment que entre prendre un coach extrêmement compétent et un coach qui vient de débuter, si vous vous concentrez juste sur une semaine à regarder, là j'ai un 3x3, là j'ai un 4x3, c'est sûr que c'est pas là que la différence va se faire. En fait, encore une fois, c'est la capacité à se décentrer et c'est pourquoi on a mis ça à tel moment. C'est pas l'idée de mettre plus en plus de choses dans la semaine, c'est pourquoi je le fais en fait. Et ça, ce questionnement de pourquoi je programme ça, pourquoi je fais telle chose, etc. Et aussi le panel de compétences au terme de pourquoi j'utilise beaucoup d'assistance, pas beaucoup d'assistance, etc. En fait, toute cette réflexion-là, c'est ça qui va faire la différence, je pense, entre un bon coach et un mauvais coach. C'est que même en mauvais coach, je veux dire, la notion de progressivité, rajouter un RPE, rajouter une série, etc. Encore une fois, comme tu as dit, c'est de l'intra-bloc. Maintenant, c'est la construction du bloc, la construction du profil de l'athlète. Savoir individualiser, objectiver quel est le profil de mon athlète. Savoir quels sont les objectifs réalisables ou pas réalisables. Savoir ce qui est bon pour lui aussi, quand lui peut-être a une autre chose en tête. La construction aussi de l'humain. Parce que c'est cela dont il s'agit quand on veut créer un athlète. C'est qu'on ne veut pas juste créer un mec qui est capable d'enchaîner 8 séries au squat. C'est qu'on veut quelque chose qui soit pérenne, bref, qui puisse se projeter au long terme et où on puisse construire par-dessus ça et construire vraiment une personne qui évolue dans ce milieu-là, mais en fait en faire un sportif avant tout. Et quand on n'a pas ce point de vue du sportif, mais qu'on n'a que ce point de vue de les réseaux sociaux, parce que c'est là où ça se passe, et le résultat à la prochaine compétition, bah en fait on manque de tout ça et on crée encore plus des athlètes qui sont centrés sur le très court terme. Et franchement c'est blasant, ça sert à rien. Moi ça ce qui me blase le plus, c'est construire des mecs sur 2 mois et demi, ça n'a aucun intérêt. Ok, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas progresser, c'est pas du tout ça. Mais s'il n'y a pas au moins une notion de se projeter dans le futur et de contrebalancer des points faibles que la personne a pour le rendre plus compétent, plus global et plus appliqué dans son entraînement, dans son hygiène de vie, dans la complémentation aussi. Pour moi, c'est des compétences qu'un coach doit avoir, au minimum sur la complémentation sportive, performance. Pour moi, c'est vraiment des choses
Pour moi, un coach en FA, il doit être formé sur à peu près tous les panels qu'on a cités, programmation, suivi, réhab, préhab, coaching, et peut-être je rajouterais même complémentation. En fait, ça va être un coach performance, quoi. C'est, on est multicasquette par essence, en fait, parce que l'athlète attend tout de nous. On n'a pas un staff autour. On n'est pas dans une structure où il y a un staff, où il y a le mec de la prépa physique, il y a le mec du kiné, il y a le mec de la nutrition. En fait, je pense qu'on doit avoir au moins des compétences nécessaires dans les trois quatre blocs un peu plus secondaires, et après oui, surtout évidemment dans la création de programmation, mais peut-être un avis un peu, allez, un petit peu controversé et partiellement vrai, partiellement faux, c'est qu'en somme, la prog en elle-même, on s'en fiche un petit peu si le mec fait les bons choix de thématiques et qu'il les amène un minimum bien comme il faut dans son bloc, et que le bloc d'après c'est encore mieux, c'est encore mieux. Mais le tout, c'est que la personne soit pas limitée, soit pas en fait trop dans une vision tunnel FA pour la FA. Je veux dire, quand on a quelqu'un qui va y avoir des évolutions de vie, des évolutions d'objectifs, des douleurs, des phases plus compliquées, c'est là que les compétences plus transversales vont rentrer en ligne de compte. Je veux dire, si vous avez de grosses douleurs et que votre coach n'est pas capable de vous dire, ok, on va essayer de prendre un plan simple pour résoudre ta douleur. D'où vient la douleur? Quels sont les éléments déclencheurs de la douleur? Quels sont les exos? Est-ce que c'est une douleur qui est plutôt excentrique? Quel est l'angle de la douleur? Et qu'il n'a pas les outils pour changer un petit peu l'angle, pour amener des exos de préhab, de réhab qui sont appropriés. Bah, en fait, là, pour le coup, c'est peut-être là que les gros manques vont se voir. Parce que faire une programmation qui amène le mec vers un plus haut niveau, c'est super. Tout le monde peut écrire sur le papier, semaine 1, 150, semaine 6, 205. Ouais, enfin, une fois que tu l'as écrit, il faut quand même que le mec puisse le réaliser. Donc là, on va jauger les objectifs. Est-ce que le mec a des limitations techniques? Est-ce que le mec a des limitations physiques? Et tous ces outils d'objectivation-là, bah, si on les a pas, si on sait que écrire une prog qui va nous amener à intensité maximale, ça sert à rien du tout. Tout le monde est capable de le faire, ça. Tout le monde est capable de le faire. Voilà. Après, il y a le côté de traquer les datas, choisir les bonnes datas, avoir un référentiel. Ça, à la limite, ça peut se faire un peu avec de l'expérience, mais aussi avec des outils. Ça, c'est très important d'avoir des outils audio tracking simples. Nombre de séries par semaine, le RPE moyen et le volume, le tonnage général, le rapport entre le nombre de reps, le nombre de séries. C'est le minimum qu'il faut attendre, mais après, il faut bien l'utiliser, quoi. Il faut bien l'utiliser, il faut savoir cycler aussi, parce que si la FA c'était que une longue expansion vers du plus, du plus, du plus, du plus dans toutes les variables, bah en fait, vous comprenez bien que c'est pas possible, quoi. Il y a des compétences plus générales à traiter, il y a un cyclage, un minimum par saison à faire. Et pour moi, la programmation, c'est ça. C'est construire une saison. 2 saisons, 3 saisons, mais c'est construire une saison en entier et pas juste est-ce que ce mec-là, il va pouvoir m'écrire le meilleur blog possible? Parce que ça n'a aucun. Enfin, si on prend juste la substantifique moelle de 4 séries qui finissent en 7, ça n'a pas de portée en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui analyse ça et qui l'objective dans un plan plus global. Donc pour moi, ça c'est. Dans mon cas, en tout cas, je pense que c'est la compétence la plus importante, mais il ne faut pas se fourvoyer sur qu'est-ce que c'est que créer une programmation et quels sont les objectifs de la programmation. Quelque Ouais, chose à rajouter là-dessus? non, mais en fait, c'est là où vous allez vite trouver un plafond de verre, en fait, avec ces coachs-là. Et eux-mêmes trouvent leur plafond de verre, mais ils se font une pub parce que il y a beaucoup d'athlètes débutants. Quand tu coaches ton pote qui fait un peu de muscu, quand tu coaches un tel, ton frère, ton machin, ton entourage proche, bah effectivement, c'est facile pour tout le monde de les prendre du point débutant, soit j'ai jamais touché une barre, soit j'ai jamais vraiment réalisé les mouvements, à une progression qui est euh, non seulement technique, mais en termes de perf, c'est assez facile. Mais en fait, vous regardez si votre bloc, ça se limite à, bon, bah là, on va chercher la performance la plus haute, et puis le bloc d'après, bah, on recommence et on recommence comme ça à l'infini, sur 3 mois, sur 10 saisons, sur toute la carrière sportive. C'est juste, bon, bah là, on part du point A, on augmente à peu près tout ce qu'on peut augmenter, et puis au bloc précédent, on fait une semaine de deload, puis on recommence la même chose. Et puis, à un moment, tu vas voir, tu vas progresser. Bon, bah là, vous vous doutez bien que il y a peut-être autre chose dans la performance sportive, il y a peut-être une autre vision, d'autres outils pour performer. Et c'est pas juste une répétition d'entraînement plus dur qui va vous amener à progresser.
Ouais, et pourtant, c'est ce que la plupart des gens Ouais. pensent quand ils vont avoir un coach, quoi. C'est que c'est la personne qui va m'amener le plus vite possible à mes meilleures performances, etc., en faisant une prog qui va toujours plus loin, plus haut, plus fort. Alors qu'en vrai, s'il s'agissait que de ça, bah, vous pourriez vous programmer tout seul, hein. Vous vous penchez 2 minutes sur les outils d'intensité et de volume et de spécificité et vous mettez le curseur à fond tout le long jusqu'à arriver champion du monde. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Le truc, c'est que c'est un château de cartes et qu'il faut des bonnes fondations pour pouvoir construire, amener des strates au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et dès qu'il va y avoir un coup de vent, si vous vous concentrez que sur prog après prog, semaine après semaine, aller plus loin, plus loin, plus loin, vous construisez pas beaucoup de bases, quoi. Vous essayez de faire un château de cartes avec une carte à la fois, tac, 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 et puis le moment où il y a un seul truc qui va pas, bah, c'est compliqué. Après voilà, c'est pas pour taper du tout sur le coach qui commence, etc. Pas du tout. C'est juste que il faut construire un panel de compétences un petit peu plus large que ça. Avoir une vision sportive avant même d'avoir une vision l'AFA, les trois mouvements. Parce que encore une fois, si on met la lunette uniquement sur le haut ou sur un petit point précis, bah on manque le big picture en fait, et on manque la création générale. Et dans cette création-là, bon, il y a tous les outils de programmation, mais il y a aussi peut-être les outils un peu plus de suivi. Le suivi, c'est ce qu'on entend dans les feedbacks, les retours athlètes, le tracking général de l'athlète, pas forcément de data, mais même si les data en font partie, mais le tracking général de l'évolution de la psychologie de l'athlète par rapport à sa discipline, les feedbacks séance après séance, l'implication, les intentions, ça des choses qu'on doit sentir. Maintenant, est-ce que la partie suivie est sur ou sous-cotée? Parce qu'il y a beaucoup de coaching qui se font sans suivi. Il y a aussi beaucoup de coaching qui se font avec beaucoup de suivi. Est-ce que selon toi, où est-ce qu'il est le curseur sur le suivi? Est-ce que cette partie-là, elle est sous-cotée ou sur-cotée par rapport à la partie création de programmation pure et dure? Ben, pour moi, elle est clairement sous-cotée. Euh, en fait, j'arrive pas à concevoir un monde où on arrive à construire une programmation sans avoir aucun contexte de l'entraînement de l'athlète. Ça, j'arrive pas à comprendre. Les gens qui le font, aidez-moi, parce que j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le concevoir en fait, que qu'on puisse faire ça. Ouais, tout simplement. Non, non, je pense que c'est réellement sous-coté. Je pense que si vous donnez assez de contexte, si vous êtes capable d'expliquer toutes les problématiques que vous rencontrez dans votre entraînement à votre coach, j'ai envie de dire, il a presque pas besoin de regarder les vidéos si vous le faites correctement. Il a pas besoin de regarder à quoi ressemble votre squat pour savoir quelle stratégie on va mettre en place par la suite, en fait. C'est presque, je le vois presque comme ça, en fait, le suivi. Ouais, ouais, je le vois comme ça. Tu veux dire, si tu écoutes tous les feedbacks sur une semaine du mec, que tu les lis, que tu les écoutes, Ouais, si tu t'es regardes censé juste le, pouvoir. le carnet d'entraînement sur 1, 2, 3 semaines, bah, tu peux déjà observer quelques tendances. Euh, tu peux voir des choses qui ont été, qui n'ont pas été, juste en regardant des chiffres en fait. Et après, tu complètes. Bon, bah, est-ce que ces chiffres, ils sont liés à seulement la programmation? Parce que c'est la première chose qu'on va chercher à remettre en cause, c'est toujours la programmation. Mais est-ce que c'est un manque de sommeil? Est-ce que c'est un contexte particulier? Est-ce que c'est un changement de salle, un changement de matériel qui a causé telle ou telle sur- ou sous-performance? Et dans ce cas-là, enfin, ça remet tout en cause. Si j'ai juste les chiffres, aucun suivi, si je prends bloc après bloc comme ça, que j'ai aucun contact avec le mec, bah, je vais tout remettre en question à chaque bloc en fonction des chiffres qui sont marqués, en fait. Hmm. Bah, il y a la partie tracking et il y a la partie feedback en Mm. fait, hein. La partie tracking, c'est cadre d'entraînement, c'est les chiffres, première tendance. Deuxième tendance, ce que le mec en a à en dire de sa séance. Et bah, la troisième tendance, et c'est pas pour faire une tier list, hein, pas du tout, hein, mais c'est triphasique, c'est ce qu'il a écrit, ce qu'il a réalisé, comment il l'a ressenti. Et troisième point, bah, c'est comment moi je l'objectif techniquement en tant que coach. Et les tendances que je vois dessus, est-ce que le mec est plutôt objectif, pas objectif, est-ce qu'il est bon techniquement, est-ce qu'il dégrade techniquement. Ça, c'est les trois phases. Et je pense pas qu'un champion du monde puisse se construire sans avoir de feedback là-dessus, quoi, hein. Même moi, quand je regarde a posteriori mes dernières préparations pour des compétitions, quand j'étais pendant cette compétition, je pensais que mon standard technique pouvait pas être mieux, que
J'ai l'impression que tout semblait être très bien. Et maintenant, je le regarde a posteriori avec deux trois ajustements techniques et je me dis putain, c'était à chier quoi. Genre, je tirais au soulevé terre, je finissais par tirer tous les genoux tout ouverts. Mon verrouillage, il était dur. Euh, mon squat, j'étais tout. Bon, après, je le faisais pour des raisons. Hein. Mon squat, il était super pied serré. Ça me limitait un peu au niveau depth. Je pense le bon tiers de ce que je faisais en entraînement, j'étais pas trop à la depth et tout. Et en fait, quand je regardais ça interne juste pendant mes préparations, je me disais putain, je fais un truc super bien. Alors qu'en vrai, avec un coach, non, la def elle est pas bonne. Là, la manière dont tu gères ta technique, dont tu gères la montée d'intensité, elle est pas bonne. Ça aussi, c'est un outil de feedback qui est important, qui est crucial en fait dans l'entraînement. Et je ne vois pas comment on peut le lancer un athlète au moins une fois par semaine, si ce n'est une fois par mois pour ceux qui n'ont pas forcément les bourses à attribuer pour un feedback plus régulier. Mais déjà, le feedback mensuel, il est quand même plus limité, hein, c'est normal. Mais au moins une fois par semaine, pouvoir faire un feedback sur la dynamique de la semaine passée, que ce soit sur la gestion des entraînements, la gestion de la technique, gestion de l'intensité, s'il y a eu des overshots, undershots, s'il y a eu trop d'intensité, pas assez d'intensité dans l'entraînement, avoir le feedback de la dynamique de la semaine passée et relancer une dynamique pour la semaine d'après, pour moi, c'est ça presque l'outil fondamental en FA. C'est lancer des dynamiques. Toutes les semaines doivent être thématisées. Il y a une thématique autour d'une prépa de plusieurs blocs, il y a une thématique sur un bloc, mais il y a aussi des thématiques semaine après semaine. Et pouvoir les faire évoluer, pour moi, c'est ce qui fait que l'outil, peut-être de suivi de manière générale, il est presque plus important à la limite que la prog en elle-même. Parce que sur 12 blocs, on va dire, sur une année complète, tous les 12 blocs ne demandent pas de faire carburer son cerveau à 190 de QI à chaque fois. Mais par contre, le suivi, savoir thématiser, savoir lancer des pistes sur une première semaine, en amener d'autres sur la semaine d'après et entretenir la dynamique et que le thème en fait du bloc soit bien attribué, soit bien traité dans les bons cadres, ben en fait c'est ça qui va vous permettre de construire une saison complète, quoi. Si on manque les objectifs, c'est bête, c'est bête. Et ça va revenir à combien de temps va durer mon bloc. Ça, c'est des choses que seul le coach peut bien sentir. Et c'est là qu'on commence à individualiser vraiment. En fait, c'est avec le suivi qu'on commence vraiment à individualiser une programmation. Juste en ayant la prog, le canal d'entraînement qui est rempli, on peut faire une base, mais on peut se tromper sur. Enfin, pas qu'on peut se tromper, mais on peut manquer des infos qui font que le bloc d'après sera un petit peu hors sujet par rapport aux capacités de l'athlète. Soit ça nous condamne toujours à sous-doser, soit toujours à surdoser. Dans les deux cas, on manque quelque chose et pour moi, ouais, l'outil de suivi, il est largement sous-coté de ce point de vue-là. Là où il peut être surcoté, en fait, j'ai pas trop de points de vue là-dessus. Peut-être qu'il y a des parts du suivi où on peut surinvestir le suivi, où on peut tirer. Franchement, parfois ça sert à rien de faire plein de feedback et en fait lancer des pistes à chaque séance, ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est de lancer une piste générale, de la suivre, de s'assurer qu'elle soit bien suivie et pourquoi pas d'une semaine à l'autre lancer d'autres pistes. C'est-à-dire refaire la technique d'un athlète à chaque séance, ça n'a aucun intérêt. Faire un bilan sur toute la semaine, voir les moments où ça a plus ou moins bien tilté au niveau technique, ça par contre ça a un intérêt, semaine après semaine. C'est peut-être le côté où on peut surcoter, le feedback toujours ouais, le squat s'est bien passé. Ouais, là, t'avais 90 degrés de hip hinge. Je pense que c'est bien. Essaye de faire ça en plus pour la séance d'après. Non, ça pour le coup, ça n'a pas trop d'intérêt, je pense. Faire des ajustements trop. Toujours être dans le technique sur séance après séance. Surtout quand on a 3 squats, 4 bench, 5 bench. Ça pour le coup, ça n'a pas trop d'intérêt de faire un retour technique en essayant d'amener ce qu'on appellerait une valeur ajoutée pour l'athlète, mais qui en somme va juste le mettre en constante déconstruction, reconstruction de son pattern. Ouais, faut pas surinvestir le feedback technique tout le temps, mais il faut pouvoir analyser la dynamique au moins à la fin de la semaine pour voir ce qui a bien marché et pas bien marché. Voilà, le feedback, c'est ce qui permet à la fois de se décentrer et à la fois de se concentrer sur les bons objectifs à chaque fois. Et le feedback du coach, pour moi, il doit être écouté vraiment comme la parole d'un sage, quoi. Parce que c'est le cas, même très compétent ou moins compétent, dans tous les cas, s'il a quelque chose à dire, c'est qu'il y a un intérêt dans la construction des objectifs du bloc. Et aller à l'encontre de ça, c'est prendre des risques parfois de rater l'objectif. Et globalement, ça peut fausser les données pour le coach, pour le bloc d'après, etc., quoi.
Ouais, le rôle du suivi, Tutto bene? c'est de poser une situation, de se dire, bon, bah, on vient de là, on vient du point A, on passe par le point B pour aller au point C. Et ça, cette échelle, elle peut être réduite, ça peut être de bloc à bloc, ça peut être de semaine à semaine, ça peut être de séance en séance. Pour ton prochain squat, on va chercher à faire ça techniquement, mais peut-être donner des objectifs de charge. Bah écoute, là, ça fait peut-être 2 semaines que tu undershot de 0,5 RPE sur ce format. Bah écoute, la semaine prochaine, là, on peut vraiment surcharger de 5 kilos peut-être sur ce format au moins sur 2 séries sur les quatre. Ce genre de feedback-là, il permet d'arriver avec les idées claires en séance et pas se dire non, je dois me donner à 100%, je dois performer et faire des PR sur toutes les séries, tous les formats. Ça, c'est l'objectif qui me fera vraiment progresser. Non, non, non. Le coach, il a la clairvoyance d'établir un format primaire, des formats secondaires, tertiaires, etc. C'est des formats qui va falloir pousser jusqu'au bout pour avoir des informations, des formats qui sont juste là pour accumuler un petit peu de volume, augmenter la quantité de travail, etc. Mais voilà, tout ça, c'est possible grâce au suivi, en fait. Si vous avez juste une prog comme ça à nu, vous allez juste vous dire, bon, bah, faut que je sois le meilleur dans tout ce qui est écrit, tout ce qui est Hmm, écrit sur cette page, quoi. ouais. Ouais, c'est ça, c'est que nous, on est des créateurs de dynamiques, des dynamiques sur un mois, sur 3 mois, et des dynamiques au sein même d'un bloc, entre les semaines. Et si vous faites des pas de côté ou si vous refusez trop fréquemment d'adresser la dynamique tertiaire comme une dynamique tertiaire et que vous en faites quelque chose de trop important, pareil, vous baisez votre bloc potentiellement, surtout quand on accumule les semaines après les semaines. Et ça, pour moi, je pense que la vraie valeur ajoutée que je ressens le plus quand je coach, il y a les points techniques, mais en somme, les points techniques, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on sait les objectiver, on peut prendre le temps d'améliorer sa technique. Il n'y a pas forcément de rush à arriver de technique un petit peu délétère à une technique parfaite en 2 semaines. C'est pas sur ça qu'il faut forcément mettre l'ensemble de notre focus, mais c'est plus sur est-ce que le bloc se tient, quoi. Est-ce que tous les facteurs sont assez ouverts pour que les objectifs du bloc soient tenus. On crée des dynamiques et ensuite on les entretient, on vérifie qu'elles soient toujours dans les cordes. Et si vous déviez trop souvent, malheureusement, vous êtes sûr que en fait, vous n'aurez pas de bonne surprise en changeant de programmation, en prenant des choix trop court terme et en faisant des choix qui ne sont pas alignés avec ce que votre coach a créé. Malgré que parfois on sent qu'on peut pousser, on veut pousser un peu plus, en fait vous ne perdrez jamais à suivre ce qui a écrit sur la prog. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se dire, c'est que même si vous êtes dans une situation compliquée, vous ne perdrez jamais à suivre la prog, à suivre ce qui est marqué, à suivre les indications du coach. Bon, ça c'est peut-être les deux outils les plus importants et bon, je pense qu'on peut dire que autant la prog que le suivi enfin, fonctionnent en synergie, en somme, et que l'un ne va pas sans l'autre. Donc bon, ça, c'est peut-être les deux compétences principales. Maintenant, il y a la compétence un petit peu, je vais peut-être même la mettre avant parce que c'est ce que les gens ont le plus mis en avant, c'est le côté coaching. Donc dans le suivi, on a la partie coaching. La partie coaching, c'est vraiment euh, gérer le mindset de l'athlète, gérer ses efforts, et il y a toute la partie prépa mentale. D'ailleurs, on voit que c'est un métier qui est de plus en plus mis en avant en force athlétique, c'est la compétence de préparateur mental en soi. Mais de manière générale, hein, il y a des compétences qui se créent, le nutritionniste en force, le préparateur de mouvement en force, donc réhab, préhab, et le préparateur mental, on sent qu'il y a un côté un petit peu où il y a des gens qui sont suivis par une personne qui s'occupe de leur mouvement de prep, une personne qui s'occupe de leur diététique, une personne qui s'occupe de leur prépa mentale, et le coach qui harmonise un peu tout ça, ou en tout cas qui fait ce travail de prog et de suivi. C'est quoi ton point de vue là-dessus sur ces métiers qui se créent, entre guillemets, sur la, la staffisation, j'allais dire, de la force athlétique? Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a un intérêt à avoir, par exemple, un préparateur mental? Ouais, ouais, moi je pense que c'est l'avenir. Les équipes comme Non! ça qui se constituent, je sais, on a déjà tourné ce podcast et Ah on a oui, déjà eu une longue et on a eu des discussion problèmes techniques, ouais. dessus. Non, moi je pense que c'est l'avenir, comme ça les staffs qui se créent avec plusieurs corps de métier et chacun a une spécialité à attribuer, la nutrition, la prépa mentale, la programmation, etc. Euh, je pense que c'est l'avenir parce que un coach
même s'il doit avoir une formation qui est transversale sur un peu de tout en fait. Mais comme disait un prof au STAPS, un peu de tout, beaucoup de rien. Euh, c'est vraiment l'occasion d'aller au bout des choses. Alors après, est-ce que c'est adapté pour tout le monde? Est-ce qu'il faut, dès que vous démarrez la force athlétique, avoir un staff de 5 personnes qui vont régler tout au millimètre? Bien sûr que non, c'est pas l'enjeu. Mais quand on regarde la professionnalisation qui arrive petit à petit dans ce sport, moi, vraiment, je pense que c'est l'avenir. Est-ce qu'il faut avoir un préparateur mental? Il y a il y a plusieurs étapes avant d'arriver jusque-là. Euh, je pense qu'un coach, il a quand même des pistes à lancer. Il est capable de vous faire une sorte de profilage, de savoir est-ce que vous dépensez trop d'énergie mentale dans votre entraînement par rapport à ce qu'il demande, est-ce que vous en demandez pas assez, dépensez pas assez, est-ce que vous avez des problèmes de concentration, de gestion de votre stress. Là, il doit être capable de lancer quelques pistes. S'il a rien à vous dire sur la gestion mentale de l'entraînement, pour moi, c'est là où ça coince. Maintenant, un préparateur mental, il va aller beaucoup plus loin s'il y a des problèmes, par exemple un problème de concentration qui dépend d'autres habiletés mentales, qui dépendent de certains traumas, d'une évolution de la psyché, etc. Ça, c'est vraiment un corps de métier à part entière. Mais bon, si vous en êtes là, il faut vraiment aller voir quelqu'un. Mais non, le coach, il doit être capable de faire ce que fait 50% d'un préparateur mental. Je pense qu'on est à peu près sur la bonne échelle. C'est celle-là. Mm. Mm. Ouais, en fait, on en revient toujours aux compétences. C'est sûr que quand on a des compétences limitées, faut être honnête avec et se dire, ça, j'ai pas de compétences dessus, soit je me forme, soit je délègue à quelqu'un d'autre ou je propose à l'athlète de déléguer sur une part. Ça, c'est sûr que faut pas non plus inventer des compétences qu'on n'a pas. Ça, c'est peut-être l'avantage aussi d'avoir une formation transversale, un cursus complet, que ce soit STAPS ou autre, c'est d'avoir eu accès au moins aux outils en fait. Ça, c'est important parce que quand on parle de préparation mentale, en fait, on parle d'outils, hein. On parle de visualisation, on parle de création de bulles mentales, on parle d'ancrage, et tout ça, en fait, c'est des outils. Donc c'est sûr que si le coach n'est pas au fait de ces outils-là, il ne pourra même pas forcément créer un plan autour de ça pour l'athlète. Il pourra lancer des dynamiques. Moi j'aime bien faire des retours. Enfin, c'est quand même une valeur ajoutée euh, forte quand on fait un suivi, de pouvoir accrocher l'athlète à des objectifs, des focus à faire dans la séance. Ok, tu ne te poses pas de questions, tu braises bien, tu essayes de visualiser ce que tu fais, tu prends l'ancrage de la rétraction scapulaire. En fait, pour moi, ça c'est super. J'aime bien être formé sur tout en tant que coach parce que tu peux faire des ponts en fait. Tu peux faire des ponts entre la technique, l'ancrage mental, l'ancrage visuel. Tu peux régler aussi un petit peu les métriques physiologiques, des BPM, de la respiration. Et en fait, tu peux le lier directement à ce que t'attends de ton athlète sur ta technique. Et là, tu crées un mec qui est vraiment complet. C'est pour ça que moi, j'aime. C'est vrai que de ce point de vue-là, j'aime pas trop déléguer trop. Parce que où est-ce qu'il se fait le lien en fait? Où est-ce qu'il se fait le pont, le lien? C'est ça le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'athlète il puisse être performant sous la barre. S'il y a plein de compétences générales, mais qu'il n'y a rien pour faire le lien entre tout ça, ça, j'ai du mal. C'est pour ça que j'ai du mal avec la prépa mentale. Après, par contre, avoir une personne qui s'occupe de la nutrition et du plan de mouvement, même si le plan de mouvement, on peut le faire à peu près le même reproche, mais ça, pour le coup, nutrition, plan de mouvement, je suis sûr qu'il y a une énorme valeur ajoutée à avoir une personne qui s'occupe uniquement de votre cas, de traiter votre rotation interne, externe, le degré, etc. Il faut aussi être honnête, le coach en FA n'a pas non plus un temps illimité à vous adresser. Ça reste une base. Il y a un contrat qui est un feedback par jour, un feedback par semaine ou un feedback par mois. Donc c'est sûr qu'il y a un temps qui est limité et on ne peut pas lancer non plus toutes les pistes et les amener au bout du bout du bout. C'est pour ça qu'un coach en FA, à moins que bah, du coup ça fasse partie de votre offre, et ça fait partie de votre offre, mais dans 90% des cas, la nutrition n'est pas forcément inclue, et tout ce qui va être prépa mentale, ou plutôt coaching mindset, ça va être assez rudimentaire, et il y a peut-être la partie préabréable, où je pense qu'il y a plus de coachs qui ont des compétences là-dessus, mais par contre la prépa mentale, tu vois, j'ai du mal à voir le moment où on arrive à faire le pont avec les intérêts propres de la séance, tu vois. Savoir faire, savoir cadrer l'athlète sur, là c'est une semaine d'introduction, c'est une semaine de déload, prends plutôt ce point de vue-là quand tu prends plutôt ce point de vue-là
quand tu es sous la barre, essaye d'avoir ce genre d'ancrage visuel. Pour moi, ça, c'est au coach de pouvoir faire ce lien-là. Et si le coach, il a par chance, par formation, les outils pour à la fois donner au moins des premières pistes de ce qui pourrait aller à l'athlète et le raccrocher avec l'entraînement, purée, c'est super précieux. Alors que tu vas prendre un prépa mental, il va te donner des compétences générales, mais ce sera à l'athlète de faire le lien par contre entre les deux, tu vois. C'est ça qui me plaît un peu moins avec la prépa mentale, je trouve. Non, quoi qu'il arrive, il faut que le préparateur mental, n'importe quoi, travaille en synergie avec le coach. S'il n'y a aucune communication entre les deux, évidemment, pas que ça sert à rien, mais ça va vous apporter des compétences que vous serez incapable de relier, comme tu dis. Donc là, c'est pour moi là où c'est pas intéressant. Si les deux personnes ne, ne se parlent pas, il n'y a aucun intérêt. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas capable de faire un rapport, même si c'est vous le messager en quelque sorte, mais un rapport, bon, on a travaillé sur ça, on a fait ça comme séance. Bon, ok, bah ça, cet élément, il est intéressant. Tu peux peut-être l'intégrer sur ton squat, sur ta routine pré-squat, sur n'importe quoi. Là, c'est intéressant. Mais j'ai envie de te dire, dans tous les autres corps de métier, est-ce que avoir un nutritionniste très très précis, est-ce que tel micronutriment, tu manques de vitamine E12, je vais te donner un supplément. Est-ce que sur la barre, est-ce que quand t'es sous la barre concrètement, ça va te servir à quelque chose? Bah, c'est pas sûr quoi. C'est le 0,01% de la performance. Être capable de développer telle ou telle habileté mentale purement avec un préparateur mental presque séparé, bah, c'est sûr que sous la barre, ça va pas t'apporter grand-chose. Mais dans la panoplie de l'athlète, dans ta gestion de ta vie en fait, parce que bah, on n'est pas un sport professionnel et les élus qui peuvent adresser 100% de leur temps à la force athlétique, bah, il se compte sur les doigts d'une main, en France en tout cas. Donc apprendre à mieux gérer sa vie en général, moi je trouve que c'est quand même pas mal hein, d'avoir un staff complet autour de toi si t'en as les moyens, le temps, l'envie. Je trouve que Ok. dans la gestion de la vie la vie de l'athlète, euh, il y a en fait aucune compétence, enfin très peu de compétences finalement te servent sous la barre. Bah, encore une fois, c'est une question de comment tu fais le pont, tu vois. Moi, je pense que la personne qui te voit faire sous la barre tous les jours de la semaine ou une fois par semaine ou qui fait un gros feedback dessus, si il a les compétences là-dessus, un minimum pour t'aiguiller, ça aura une valeur ajoutée plus sur ta gestion de l'entraînement, tu vois. Nombre d'athlètes que j'ai eu qui étaient soit trop proactifs, enfin, hyper actifs ou un petit peu passifs sous la barre, et en leur déjà en mettant le doigt dessus, déjà de le montrer, tu pourrais faire plus en termes d'intention, ou peut-être que tu devrais faire moins, canaliser un petit peu, et lui donner deux trois outils de repères visuels, sensoriels dessus. Pour moi, avec ça, tu as fait 90% du taf, tu vois. Après, voilà, c'est vrai que pour moi, le prépa mental, il est super intéressant en compétition, en fait. Parce que la compétition, en fait, au final, c'est gérer toutes les émotions externes qui vont venir paralyser le focus interne et la capacité à bien exécuter. Parce que la compétition, c'est autre chose, il y a des gens devant, il y a tout un cadre qui fait que t'es pas du tout dans la même configuration émotionnelle que quand tu t'entraînes. Et à la limite, avoir un mec prépa mental qui fait un petit briefing avec la personne, c'est vrai que le coach peut avoir des... Enfin déjà, le coach, quand il est en compétition, il gère les échauffements, il charge les barres, il gère le match. Prendre les 5 minutes tranquilles comme ça, face à face, c'est vrai que ça peut manquer. Après, à l'entraînement, pour moi, à l'entraînement, ça doit être au coach de pouvoir donner ces pistes-là. Et à la limite, si tu as la chance d'aller faire un tour chez un prépa mental pour la semaine de la compétition, pendant le dernier bloc, etc., et de faire de la visualisation avec cette personne-là sur les éléments de compétition, structurer ça, c'est vrai qu'il y a une valeur ajoutée. Mais après, de manière générale, c'est quand même une compétence que je trouve Bah là, que... je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, il faut un accompagnement qui soit beaucoup plus complexe, enfin en tout cas beaucoup plus long avant la compétition. C'est comme toi quand tu Ah ouais? prends ouais, quand tu prends un mec qui a qu'un seul bloc à faire avant sa compétition, bah tu vas pas pouvoir développer beaucoup de choses. Tu vas pouvoir le Oui, c'est maintenir, vrai. tu pourras lui adresser deux, trois guidelines, mais si tu rencontres ton préparateur physique, ton préparateur mental le jour de la compétition, bah si t'es paniqué, tu resteras paniqué le Bah jour après, de la en soi, compète. moi je pense que Et je le pense jour de que la compète, on a.
On a tous les mêmes interrogations, hein. Oui, On oui, traverse oui. tous les mêmes trucs. Mm. Il y a les questionnements sur ma capacité à exécuter, et ça pour moi, de ce côté-là, c'est au coach de faire Ouais, le lien. Genre, est-ce que tu es bien préparé? Ça, c'est pas au préparateur mental de savoir si tu es bien préparé. Si tu t'es entraîné 50% du temps à la def, pas à la def, ton préparateur mental va pas on est forcément d'accord, ouais. t'aider là-dessus. Mais le côté, pour moi, en fait, en compétition, on le vit pas tous de la même manière, c'est vrai. Mais on a tous les mêmes craintes, c'est le contexte compétition qui t'envahit, c'est les facteurs externes qui t'envahissent un peu. Pour moi, tout ce qu'il faut, c'est savoir s'introspecter, comme redescendre, s'inhiber quand il faut et s'activer quand il faut. Des compétences qui sont, enfin, je veux dire, pour moi, en quelques rendez-vous avec, au préalable, avec un prépa mental, pas besoin forcément qu'il soit là le jour de la compétition, mais qui l'aide à préparer la compétition, ça peut être fait voilà, sur un suivi de 4 à 7 rendez-vous où tu construis ça et après tu passes à autre chose. Quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, le prépa mental, s'il est toujours si tu as besoin toujours d'un prépa mental pour toi, en FA, il n'y a pas non plus une pression qui est monstre, tu vois. Non. Je veux dire, ok, tu joues une finale de Coupe du Monde en foot, ouais, je suis d'accord que de toute façon tu peux te le permettre d'avoir un prépa mental H24 avec toi, c'est sûr. La valeur ajoutée, elle est sûrement là. Mais en FA, enfin, c'est pas non plus. Enfin, il y a un stress, c'est le jour de la compétition, il y a un classement, il y a des performances à faire. Basta cosy, tu vois. Il y a personne, il y a pas la télé, il y a pas tout le monde, il y a pas toute une nation qui compte sur toi. Enfin, enfin, bref, c'est juste que moi je trouve que le prépa mental, il y a trop de points où c'est pas assez convaincant pour que je me dise c'est le game changer, tu vois. Non, en fait, c'est parce qu'en fait, je crois que tu te rends pas compte, mais ça, c'est aussi dans ton caractère et dans ta manière d'aborder mentalement la performance, la compétition, etc. Mais ça prend du temps de créer une routine pour faire son introspection, ça prend du temps de créer une routine pour te mettre dans ta bulle. En fait, imagine n'importe quel gros changement technique ou grosse introduction de tel ou tel pattern dans une programmation, bah, ça va te prendre un, deux blocs pour pouvoir automatiser ce changement, pouvoir faire l'indistinction entre ton pattern de compte, ton pattern de, enfin n'importe quel changement en fait, et de pouvoir switch en condition de compétition en ayant une routine qui est automatisée, bah ça prend quand même plusieurs semaines à mettre totalement en place, à perfectionner, à personnaliser. Euh, Mm. ça, et là, pour le coup, bah, le coach, on lui demande pas forcément ça, quoi. Il va donner deux, trois billes, euh, deux, trois, comment dire, exercices de respiration, deux, trois focus à avoir pendant la compétition. Après, avoir un préparateur mental, c'est important, mais c'est vrai que une fois que tu as fait une, deux compétitions avec ce préparateur mental-là, bah, globalement, pour la force athlétique, t'es assez armé pour trouver des ressources et te remettre dans cette routine. C'est vrai que t'as pas besoin d'un accompagnement durant toute ta carrière de A à Z avec un préparateur mental, je suis d'accord. Les contraintes mentales de la force athlétique sont quand même limitées. Tu fais un sport en 2D, t'arrives en compétition, c'est la partie la plus facile de de tout l'entraînement, de tous les sports en général. Contrairement à, je sais pas moi, même au foot, hein, le match, ça fait partie des activités les plus engageantes, mais comparé par exemple à un sport de combat, bon, là, c'est sûr que c'est vraiment pas les Ah, mêmes mais demandes psychologiques, quoi. ouais, qu'on s'entende, moi je parle évidemment de force athlétique avant toute chose, hein. Je parle pas d'autres sports où il y a une telle pression interne et externe que tu as besoin de le déléguer à quelqu'un. Bon, si vous devez le déléguer à quelqu'un, je vous conseille de le déléguer à Dieu, ça vous rendra un peu plus humble. Oh, wow, C'est- oui, bah, non, mais parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, c'est vrai. on n'a pas toutes les réponses, nous, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faut accepter qu'il y a une part d'immanent et il y a des choses qui vont se passer, il faut les accepter. Je veux dire, le problème de la prépa mentale, c'est des gens qui veulent avoir trop le contrôle sur tout, alors qu'il y a une part où tu remplis ta part du job et après tu laisses ça entre les mains de quelque chose, vous appelez ça comme vous voulez, le destin, Dieu, peu importe, mais il faut aussi se raccrocher à l'immanence au bout d'un moment. Et toujours être en contrôle, être un contrôle freak, c'est la pire chose à faire quand on fait de la performance en fait, parce qu'au bout d'un moment, faut savoir se relâcher, hein, Ouais, sinon mais ça marchera pas. même ça, c'est un travail, en fait. Même ça, c'est un Non, je suis travail. d'accord. Et bon, Je suis peut-être parce que d'accord. j'ai fait mon mémoire sur les facteurs psycho et physio de la blessure, mais
les facteurs physiologiques et psychologiques. Non, je déconne. Je déconne. Je Je vais déconne. péter un câble. J'ai fait 2 ans d'études pour ça. Non, mais même ça, c'est un problème. Après, c'est vrai que voilà, tu passes deux préparations de compétition. Au final, tu as fait 8 semaines avec un préparateur mental. Bon, ben voilà, je pense que tu as fait le tour. Tu es armé pour toutes les situations que tu vas rencontrer en force athlétique. Je dis pas qu'il faut un accompagnement ad vitam aeternam. Et globalement, bon, c'est à peu près vrai pour toutes les sous-spécialités. On va dire un nutritionniste, une fois que tu as passé 3 à 6 mois avec lui, bon, tu es capable de te débrouiller. En tout cas, ton coach plus toi avait assez de connaissances réunies pour pouvoir gérer une diète très convenablement tout au long de ta carrière. Hmm. Je reviens là un petit peu sur les questions, les réponses plutôt qui ont été données. On a Seb qui nous dit être là pour remettre l'athlète dans le réel, ce qui est faisable, pas Hein. faisable. Tu vois, ça pour le coup, je pense que ça rentre totalement dans le cadre Ouais, clairement. des compétences du coach. Pour le coup, il n'y a pas forcément besoin de le déléguer. On a aussi conseil et soutien moral. Florent qui nous dit ça. Bon, programmation personnalisée, il nous dit en premier lieu, c'est normal. Conseil et soutien moral, ça c'est. Bon, la partie conseil, bah, ça englobe un peu tout. La partie soutien moral, ouais, pareil, je pense que c'est un truc que le coach doit pouvoir faire. Maintenant, bah, c'est une question d'empathie, hein, ça pour le coup, c'est question d'empathie avant tout. Encore une fois, plus des qualités humaines que des qualités pro de prépa mentale, je pense. Ouais, là, c'est des Mais interactions qui sont pas palpables, pas forcément objectivables, même mm, si avoir quelques notions de préparation mentale et de savoir comment amener la chose, amener un, un feedback, amener peut-être des fois un retour à la réalité qui pour certains est très dur à accepter. Euh, mais ça demande des qualités qui découlent de presque aucune formation en fait. Ça, c'est savoir parler aux gens et être capable de cerner un peu les gens. Et là où ça peut avoir un réel bénéfice d'être en réel, c'est vraiment là. Là où on peut vraiment choper le timbre de voix, le langage corporel, etc. Tout ce qu'on peut pas voir par écrit, même par vocal, même même j'ai envie de dire par visio. Là, ça peut avoir un réel intérêt. yep, yep, yep. En tout cas, cette partie coaching de manière générale sur la gestion, c'est revenu quand même quelques fois. C'est assez intéressant parce que quand on parle du rôle du coach, bah, moi je m'attends prog, etc. C'est vrai qu'il y avait un petit peu de transversalité là-dedans dans vos retours. Et c'est quand même, c'est un petit peu antagoniste avec le fonctionnement même du coaching qui se fait majoritairement en distanciel. Euh, ouais, après voilà, si vous voulez avoir toutes ces facettes-là qui sont tous ces curseurs-là qui sont à 100%, bah soit vous payez votre coach plus, je pense. Ouais, soit vous embauchez des gens pour le faire, ok. Maintenant, la partie un peu réhab préhab, ça c'est, je vais peut-être finir là-dessus. La partie réhab préhab, c'est vrai que pour moi c'est une compétence, peut-être parce que j'ai fait face à beaucoup de blessures et du coup j'ai fait appel à des gens aussi parfois, c'est vrai, sur la préparation de mouvement. Ça pour le coup, je pense que c'est une compétence qui doit faire partie du coaching en FA. Pour le coup, je, à moins qu'on parle vraiment de choses un peu plus comme le mec qui s'est pété une jambe et tout, ok, un suivi kiné et un suivi ou les ligaments. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, moi, tu me demandes de faire une réhab depuis quasi zéro ligament, bah, je vais appliquer les mêmes principes que ce que je ferais sur une déchirure musculaire. Et c'est pas forcément tout le temps approprié, tu vois. Il y a une partie coordination motrice où en distanciel, je serais pas capable de l'objectiver comme il faut. En tout cas, j'aurais peut-être d'autres focus à avoir. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même une compétence essentielle. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Et en fait, le coach, il doit être capable de comprendre les demandes physiologiques de l'entraînement qui t'a fait subir, entre guillemets. Il doit être au moins capable de faire marche arrière sur tout ce qui est les variables d'entraînement, être capable de donner quelques pistes, de savoir, bon, bah là, l'augmentation du volume était agressive, on a causé ça comme inflammation, etc. On va faire un pas en arrière, observer. Il doit être capable de donner une piste sur la variabilité de mouvement, capable de voir quelle structure est endommagée ou en tout cas est touchée par telle ou telle problématique, et de là explorer
des amplitudes de mouvement, des problématiques de génération de force à tel angle musculaire. En fait, il doit être capable d'avoir quand même quelques pistes sur ce qu'il a créé entre guillemets quoi. Après, c'est Hmm. sûr que euh, Bien vu ça. souvent on n'est pas tout le temps au courant, et c'est là où aussi des fois on découvre un peu des choses, mais on n'est pas tout le temps au courant de toutes les pathologies passées et de l'impact qu'on peut avoir sur elles. Et c'est là où bah, peut-être on va se limiter, on va demander l'accord d'un médecin, peut-être une imagerie pour viser un petit peu plus précisément le travail qu'on va faire. Une fois que tu as testé de jouer sur les variables, de mettre un protocole de réhab en place, bah, au bout d'un moment, faut déléguer, mais il faut être au moins capable de faire ces deux étapes-là euh, avant de faire appel à un professionnel. Et ça doit faire partie des Ouais. compétences du coach, ça. Non, mais c'est vrai que une bonne manière de l'aborder déjà la préhab slash réhab, c'est déjà ouais, de jouer sur les variables spécifiques de l'entraînement. C'est vrai que c'est le premier point de vue à avoir sûrement en fait, c'est est-ce que je peux pas jouer là-dessus juste en cyclant l'entraînement comme il faut, en choisissant les efforts de faire des pas en arrière comme tu as dit, ou choisir les efforts un peu de manière différente. C'est vrai que c'est quand même sacrément important et c'est peut-être la première chose à faire. Maintenant voilà, je pense que pour adresser un plan de mouvement précis, que ce soit du plan sagittal, le mec il manque de recrutement, il manque d'anti-rotation, il manque d'anti-flexion, etc. Ça peut jouer. Et connaître, avoir un panel à disposition, des outils à disposition qu'on peut intégrer selon les cas. C'est vrai que ça, je pense que ça reste une compétence essentielle. Mais en vrai, ça, j'aurais pas de problème avec un athlète qui veuille le déléguer. Parce que déjà, c'est pas des compétences primaires pour un coach, c'est des compétences relativement essentielles parce qu'il faut pouvoir le proposer à l'athlète et faut avoir des bons résultats là-dessus. Maintenant, entre guillemets, je le prendrais pas mal du tout. Et ce serait sûrement une très très bonne valeur ajoutée d'avoir un athlète qui a un minimum suivi là-dessus. Euh, et en vrai, je serais rassuré que ce soit par quelqu'un qui soit au moins dans la préparation de mouvement plutôt que kiné, parce que kiné, on a un peu de tout. Ça peut être un kiné, hein, mais je veux dire, quelqu'un qui soit vraiment dans le mouvement de prep, ça, c'est vrai que c'est une plus-value. Si vraiment s'il y avait une personne en plus à prendre en coach, bon, à moins qu'il y ait des problèmes de nutrition vraiment forts, etc., ce serait vraiment la réhab préhab, la partie vraiment mouvement de prep. Ça, pour le coup, je le conseillerais presque aux gens, surtout qui font face à des problématiques, des douleurs. Encore une fois, le coach, il a un temps à allouer et il a des compétences principales qui est la programmation et le suivi. Ça doit prendre la plupart de son temps. Il doit pouvoir allouer du temps à autre chose, etc. Il sera toujours un peu plus en secondaire, ne faut pas se mentir. Euh, c'est vrai que ça, s'il y avait une personne ponctuellement, pas besoin d'être suivi à l'année, hein, mais ponctuellement à qui faire appel, ce serait plutôt un préparateur physique plutôt général. C'est vrai que ça, ce serait plutôt pas mal. Et les gens n'ont pas trop abordé ce Mm, côté-là. mm, mm. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être la partie nutrition. Qu'est-ce que le coach peut être en capacité de, de recommander et pas recommander? Je dirais au moins la gestion de la macronutrition, si on parle en termes de diète un peu plus au terme général. Et ensuite la question de la supplémentation, tout ce qui va être péri-entraînement, pré-entraînement, intra, euh, post-entraînement. La question de récupération en tout cas, de créer un environnement favorable à la performance avec des excitants, avec des glucides, la récupération, avec des électrolytes et tout ça. Ça, il doit avoir au moins quelques notions et donner des pistes à l'athlète pour créer un environnement favorable soit à la performance, soit dans l'aspect récupération lié à l'entraînement, toujours dans cette optique de bon bah je crée un tel stress sur l'organisme. Est-ce que j'ai des clés à la fois sur la préhab réhab, sur la prépa mentale et un petit peu sur la nutrition pour pouvoir encaisser cette charge que j'applique au corps. Ouais, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut demander à un coach. Hmm. Moi, tu vois, je mettrais plus la micro, entre guillemets, la supplémentation, au-dessus même de la macro. Parce que je pense que un des points qui est super intéressant à avoir un coach, c'est d'avoir quelqu'un qui peut te primer ton effort. C'est-à-dire tout ce qui va être péri-entraînement, pré, intra, post,
Si le mec peut te donner, et je pense que c'est une compétence essentielle, de pouvoir primer un athlète sur son entraînement, pouvoir lui faire un minimum, si on parle de macro par exemple, timing des glucides, un timing des macros autour de l'entraînement, c'est vrai que ça c'est intéressant. Mais il y a le côté activation, inhibition, système nerveux, même de la micronutrimentation simple comme vitamines, etc., pouvoir faire des recommandations là-dessus. En fait, gérer l'activation, l'intra, donc garder un niveau d'effort et un niveau de capacité élevé, et le post, c'est-à-dire la récupération, l'inhibition, ça je pense que c'est une compétence que le coach doit avoir. Il doit pouvoir conseiller les bons outils d'activation, les bons outils pour faire du retour au calme, pour récupérer au mieux. Alors, je sais pas, ça peut être prendre de la glycine, Oui, oui. pour la récupération, prendre des minéraux essentiels, zinc, magnésium, un complexe ZMB. Pour l'activation, diriger vers des plantes adaptogènes appropriées, faire un petit état neurotype de la personne et lui donner des outils pour se primer comme ça. Je pense que c'est quand même, déjà pour moi c'est fondamental. Moi, peut-être vous l'aurez compris en m'écoutant, mais pour moi ce qui est important c'est le moment où je m'entraîne, c'est pouvoir être à 100% de mes capacités autour du péri-entraînement, tu vois. Et pour moi, il y a des protocoles de prépa mentale simples à faire. Il y a de l'activation, de la réhab, de la préhab à faire autour de l'entraînement avant, enfin au début et à la fin. Et il y a aussi le côté complémentation et ouais, gestion de la nutrition péri-entraînement. Ça, encore une fois, et péri-compétition aussi, hein, parce que ça en fait partie. Il y a la partie entraînement, mais aussi la partie compétition. Ça, pour moi, c'est des compétences qui sont relativement essentielles, quoi. Parce que c'est vrai que si ça s'agit juste de euh, ok, bah, tu vas faire ça, ce bloc-ci, et je regarde, c'est la grosse partie du job. Mais si ce qui va être l'accélérateur de performance à un moment aussi, c'est pouvoir faire appel à ces petits outils-là qui vont, une fois que la base est relativement solide, ramener des petits points qui vont faire gratter 1%, 2% de performance. Ça, je pense que c'est pas mal. Mais côté nutrition, ouais, savoir bien gérer l'activation, Tu vois, entre les deux aspects nutrition, macro et micro, je le hiérarchiserais zéro. pas forcément, parce que la macronutrition, ça va guider à plus long terme, en fait. Définir ta catégorie de poids pour les plus compétitifs, mais la phase sur les 3 6 mois, 1 an à venir, est-ce qu'on est une phase où on construit du muscle? Ça va guider ta récupération, hein, juste d'être en excédent calorique, ça peut avoir un impact sur ta récupération. S'il est en comment on dit, en sous-calorique, merde, j'ai plus le mot. En En déficit? déficit, voilà. En déficit calorique, bah forcément, ça va avoir un impact sur ta capacité de travail spécifique. Donc, je hiérarchiserai pas forcément. C'est juste, il doit être capable d'avoir les deux approches à plus long terme avec la macro et à court terme sur l'entraînement en lui-même, qu'est-ce qu'on est capable d'optimiser. Mais je mettrai pas forcément l'un avant l'autre. Ouais, ok. Moi, je mettrais plutôt la micro et la supplémentation au-dessus. Parce que je me dis que si le mec il arrive à enchaîner les bons entraînements, ça lui donne déjà un. Tu vois ce que je veux dire, il est plus confiant dans sa capacité à exécuter parce qu'il a tout un protocole qui est autour. Et en vrai, je suis désolé, mais. Enfin, je suis pas désolé, mais le côté gestion de toute la vie de l'athlète, c'est pas dans mes compétences, tu vois. Et le côté Mhm. surplus, est-ce que je dois être en surplus ou en déficit en ce moment? Bah, ça dépend, c'est quoi tes objectifs. Euh, oui, tu peux donner un avis, mais franchement, de là à aller lui faire son BMR, lui calculer les macros et tout, ça, franchement, je le faisais à un moment et je le fais plus parce que, bah, bon, c'est pas notre métier, quoi. On n'est pas nutritionniste. Et, euh, et, euh, et en plus de ça, enfin, c'est un plus pour l'athlète et les athlètes le prennent toujours comme un truc secondaire, alors qu'en vrai, la nutrition, c'est tout un pan de l'entraînement à part et il doit être adressé avec vraiment toute son attention. Donc à ce moment-là, allez voir un nutritionniste si vous avez vraiment des objectifs précis de gestion des macros. Par contre, la micro, tu vois, ça c'est peut-être ma formation qui fait que, mais c'est tout ce qui est péri-entraînement, tu vois. C'est l'optimisation de la perf et si le mec il est plus en concert avec sa perf, moi tout est good pour moi, quoi. Enfin bon, bref, c'est du pinaillage qu'on fait là, c'est du pinaillage. Bon, on va conclure peut-être là-dessus, à moins que tu Ouais. d'autres trucs à aborder. Wow, on a fait le Merci tour hein, pour déjà. votre écoute. Merci pour votre Ouais. écoute. Merci pour votre écoute sur ces 4 premiers podcasts qui ont été des bons podcasts de lancement. On se retrouve à la rentrée avec des podcasts en présentiel, street lifting, tracking de données, préparation physique, les sports de force de manière générale. Il y a 4-5 podcasts comme ça qui vont popper à partir de début janvier. Je vous tiendrai au courant des dates sur Instagram. En attendant,
normalement, quand la vidéo sera sortie, il y aura un petit drop de merch sur le site Nikaya Powerlifting où vous pourrez commander. Évidemment, si ce qu'on aborde et ce qu'on dit vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur Nikaya Powerlifting. Et sinon, bah écoutez, de bonnes fêtes à vous et à la rentrée en 2024, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes.